Là, c'est que du kiff. Ouais. Là, c'est pas du nervement. Non. Ok. Non. Le fait qu'il y ait 3 caméras et tout, pareil. Non, c'est la routine. Non. C'est la routine. J'ai l'habitude. Perrine Thiebaud, bonjour. Bonjour Valentine. J'adore avoir ce ton un peu de Miss Météo dès le début. Je suis super contente de t'accueillir sur La Soirée Pige. C'est un podcast où on parle de ce que les entrepreneurs ont dans le cœur et de ce qui les meut, ce qui les fait se projeter dans l'entrepreneuriat, se lancer dans l'entrepreneuriat même. Je suis hyper fière de t'avoir parce que tu es un petit peu la fondatrice, la créatrice sans le savoir de La Soirée Pige. Parce que, pour raconter un petit peu la petite histoire, Perrine, c'était ma cliente. Et au moment de terminer la presta, elle devait rentrer chez elle, donc elle est arrivée à l'aéroport de Genève. Elle a loupé son avion et je lui ai proposé de rester chez moi, dormir chez moi. C'était plus pratique pour repartir tôt le lendemain. Et du coup, on a fait une soirée pige où on s'est raconté un peu les déboires de nos vies. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé d'être maman, on a parlé de la solitude d'entrepreneur, on a parlé des réseaux, du rapport à l'image. C'était hyper intéressant. Et quand elle est partie, je me suis dit, purée, faut en faire un podcast. Et c'est vraiment grâce à elle que ce podcast existe aujourd'hui. Donc, je suis super contente de t'accueillir. Merci beaucoup d'être là. Mais je suis absolument ravie et ravie que cet accident de parcours mène à ça. C'est trop cool. Le seul problème, c'est que je vois que t'es habillée, t'as ta chemise blanche, ton jean, mais t'es blanc sur blanc sur blanc. J'ai peur que ça dénote un peu. Je préfère que tu mettes ça, si ça ne te dérange pas. Je peux retirer encore l'étiquette, je vais la rajouter discrètement. Hop là. On va se changer. Et Salomax, la prod, va se changer aussi. Je vais me changer aussi et on va mettre nos petits pyjamas pour continuer ce podcast. C'est trop drôle. J'ai appris à broder pour ça. C'est pas terrible. J'ai un peu foiré. C'est toi qui as brodé Mais c'est incroyable. Voilà. Non, mais c'est pas terrible, elle a craqué. C'est pas moi du tout. C'est une couturière de Nantes. Ok. Je savais pas si je gardais le magie ou pas, mais non, c'est une couturière de Nantes. J'ai essayé et j'ai fait que de la merde. Et je me suis dit, bon, soit le podcast on tourne en juillet prochain, soit je l'ai délaigné. J'ai un pyjama. J'espère que tu vas pouvoir le garder et le mettre plus tard. C'est génial. J'ai un pyjama. C'est le début de la star attitude. Montre-le à la cam. Ouais, on va. J'adore. Il te plaît ton petit pyjama? J'adore. Pas mal? Ouais. On est à l'aise dedans, je trouve. Ouais. Il est doux, quoi. Oui, il est confortable. Ouais. Là, on peut parler. Là, on peut parler. Là, on est à l'aise. Là, on est bien. T'as grandi dans un petit village dans l'est de la France. Ouais. C'est quoi le nom de ce village? C'est Momenheim. Voilà. Comme ça. Ouais. Il fait très allemand. Bah oui, c'est clairement l'est de la France. On parle vraiment de l'Alsace, donc racine bien germanique. N'est-ce pas? T'avais quoi comme poster dans ta chambre quand t'étais ado? Les premiers posters que j'ai accrochés, c'était Laurie, mais genre le mur plein. Donc les pages de magazines découpées et ils étaient collés les uns après les autres. J'avais plus de tapisserie, j'avais un mur Laurie. Un jour où je me suis rendu compte de mon erreur, j'enlève tous les posters. La pâte à fixe a laissé des trous un petit peu partout, donc c'était plus des posters plus grands, plus quali et positionnés savamment pour cacher les trous. Déco gruyère. Voilà, c'est ça. Déco gruyère d'ado. Ouais. Et là, d'ailleurs, c'est toujours les posters qui sont dans ma chambre parce que je suis partie pour mes études à 18 ans, donc la chambre est un petit peu en l'état. Il y a Anakin Skywalker, version Star Wars 3, donc très dark. Il y a Kill Bill, il y a Pierre des Caraïbes, il y a Robbie Williams. Donc cinéphile aussi un petit peu, quoi. Ouais, beaucoup ciné, un peu musique du coup. Et un énorme poster, mais immense, du Roi Lion au-dessus de mon lit. Voilà, tu sais tout. Du Roi Lion? Oui, le Roi Lion. La scène de la présentation de Simba, donc t'as tous les animaux, le rocher, il fait 2 mètres par 1,50, un truc énorme. C'est génial que tu l'aies laissé en l'état. Ouais. Je trouve ça que tes parents les laissent en l'état surtout. Oui, bah, c'est moi qui reviens y dormir de temps en temps. Mais en fait, je dis une connerie, le poster du Roi Lion est tombé. Il est trop lourd et non, c'était pénible. Mais ouais, sinon c'est en l'état. Je comprends. Est-ce que c'est un des premiers films que tu as montré à tes fils? Le Roi Lion, alors c'est pas le premier, parce qu'il y a
toute la relation à la mort du père, qui n'est pas forcément un sujet qui est très facile à amener et très facile à expliquer derrière. Mais mon grand l'a vu, ouais. Et il adore. Il adore la musique, enfin... Mais du coup, il pose plein de questions sur la mort maintenant. Bien sûr, bien entendu. T'étais dans l'Est, t'es partie à 18 ans pour faire des études, t'es partie faire quoi? En fait, d'abord, je suis restée à Strasbourg. J'ai fait ma prépa physique-chimie là-bas. Donc, j'avais un appart en ville parce que quand tu bosses comme une tarée pendant 2 ans, les temps de trajet, c'est juste pas possible. Et à l'issue de ça, j'ai passé un concours pour école d'ingénieur et je me suis retrouvée à Toulouse en génie des procédés, spécialisation informatique derrière. T'avais envie de faire ça? Tu te souviens ce que tu ressentais à ce moment-là? Ça a été compliqué parce que j'ai fait une très bonne première année de prépa et j'avais des grosses ambitions, je voulais les meilleures écoles. La deuxième année s'est beaucoup moins bien passée, j'ai pas tenu sur la durée et je pense surtout que le trop théorique m'intéressait pas du tout. Donc j'ai un peu perdu pied. Donc il a fallu compenser entre les ambitions que j'avais qui étaient encore présentes, le côté mince, j'ai raté. Mais est-ce que c'est vraiment ce que j'avais envie de faire? Donc il y avait déjà le côté, c'est peut-être pas ce qui m'intéressait. La possibilité, quand tu n'es pas satisfait des concours que tu as en fin de deuxième année, tu peux la refaire. C'est quelque chose qui est très courant. Il y a beaucoup de gens qui la refont cette année-là. Et c'est mes parents qui m'ont dit, t'as vu l'état dans lequel t'es, c'était pas forcément la bonne idée de refaire. T'as un concours, l'école que t'as, elle est bien. Enfin, c'était pas une des meilleures, mais t'es correcte. C'était dans un domaine qui m'intéressait. J'avais choisi le génie des procédés parce que c'était très orienté écologie, énergie. À l'époque, je voulais bosser dans l'énergie. Et du coup, oui, j'étais quand même contente de mon école. Un peu stressée de partir aussi loin. Parce que Strasbourg-Toulouse, c'est pas à la porte à côté. Et je savais que revenir en dehors des vacances scolaires, ça allait pas être... Donc, je passais un moment où je passais au moins tous les week-ends avec mes parents. Des fois, je rentrais même la semaine on va pas se voir... Avant, au moins un mois, 2 mois. Entre toutes les vacances scolaires, on va se voir aux vacances scolaires, c'est tout. Donc, un peu de stress, mais j'étais contente de mon école quand même. Enfin, toute raison gardée. Bien sûr. Tu t'y es fait des bons copains? Oui, j'ai rencontré mon mari quand même. C'est pas mal. Une bonne chose, c'est une bonne chose. Petit détail. Et oui, on a gardé des copains. Alors c'est vrai que la vie met de la distance géographique et tout ça, mais il y a quelques copains qu'on a grand plaisir à retrouver régulièrement et qu'on essaye de se voir, même si c'est pas toujours simple. Donc tu fais tes études là-dedans, tu les termines. Est-ce que tu dis, ok, c'est bon, c'est parti, je suis prête, je sais ce que j'ai à faire, je suis prête à aller sur le terrain? Pas du tout. Ah ouais? Pas du tout. Je pense qu'il y a un côté, quand tu sors du lycée, que tu vas en prépa, qui est pour moi une extension du lycée en mode plus poussé, mais t'as pas du tout de pratique. C'est 2 ans, tu fais de la théorie très compliquée, mais j'aimerais bien savoir s'il y a quelqu'un qui, pendant les 2 années de prépa, sait ce qu'il va faire de sa vie derrière, vraiment, quoi. Derrière, t'es en école d'ingé, il y a des stages, mais ça reste pas l'essentiel du cursus. Et puis clairement, t'es en école d'ingé pour faire la fête. Bon. Il y a une promesse qui est un petit peu fausse. Alors, je ne sais pas si ça dépend des écoles, mais moi, j'avais vraiment cette idée en tête que tu as bossé comme une dingue pendant 2 ans de prépa. Derrière, c'est chill. Je trouve que pour un truc chill, on avait quand même beaucoup d'heures de cours et beaucoup de travail. Donc, passer le premier semestre où je fais beaucoup la fête et que derrière, les notes n'étaient pas terribles, bon, il y a un moment, il va falloir faire des choix. Et derrière, j'ai vraiment vécu l'école d'ingé en disant... Je prends ce qui me plaît, les cours qui me plaisent moins. On se foule pas trop. Voilà, je me foule pas trop. Je savais que ça passerait, en fait, parce que c'est toujours passé. Voilà. Donc, par contre, je mettais beaucoup d'efforts sur les cours qui me plaisaient. Et arrivé en fin d'école, je me dis, je sais pas ce que je vais faire. Et à ce moment-là, j'ai une grosse peur, c'est de passer des entretiens et qu'on me dise non. Je suis pas prête à l'accepter du tout. Okay. Donc, je fais un choix... qui est... à l'époque, je vois vraiment comme le choix de la facilité, même si je me dis derrière que c'est ce qui va me permettre de savoir ce que je veux faire plus tard. Et je vais dans le conseil. Parce que ça recrute à fond à ce moment-là, que l'informatique, ça m'intéresse. Et que du coup, je me dis, là, on me dira pas non. Ils prennent tout le monde. Donc, voilà, ça va être facile. T'avais quel âge à ce moment-là? J'ai 21. Ouais. Ouais. Attends, 2 ans de prépa, 18 ans? 23. Ouais. 23.
Je me retrouve en stage du coup dans une boîte de conseil et j'ai vraiment envie de bosser dans la production. C'est bien un truc que l'école m'a inculqué, c'est que je suis hyper curieuse des process de production, comment sont fabriqués les trucs, et il y a un besoin de création dans ce que je ressens. Enfin, j'ai vraiment envie de créer, et je me considère pas du tout comme créative à ce moment-là. J'ai fait du théâtre, mais à part ça, ça restait très dirigé. J'arrivais à créer un personnage à partir d'un texte, mais j'arrivais pas à créer à partir de rien. Donc je me suis dit, si tu peux pas créer toi, contribue à la création de quelqu'un d'autre. Et je vois ça dans la prod. Et elle me dit, je veux mettre l'informatique au service de la prod. Et derrière, du coup, je me retrouve dans le conseil. Je suis très claire à mon entretien que c'est ça que j'ai envie de faire. Je me retrouve dans le transport, dans la grande distribution. Déjà, il y a une incompatibilité d'humeur de base, quoi. Ouais. Évidemment, ma carrière, elle commence comme ça. À ce moment-là, à 23 ans, on parle pas d'entrepreneuriat, on n'a pas envie forcément, tu te poses même pas la question. Pas du tout, non. Mm. Non, je sais tellement pas ce que je veux faire. Ça me traverse absolument pas l'esprit que je puisse vendre une compétence moi-même. Je vais vendre finalement moi à une entreprise qui va me dire ce que j'ai à faire. À l'époque, je n'envisage pas que je puisse faire ce que je veux dans le travail. C'est-à-dire que je vais trouver une boîte et je vais faire concorder mes valeurs, mes envies de bosser avec ce que la boîte a envie de me faire faire. Il n'y a aucune réflexion sur le fait que je peux décider du chemin que j'ai envie de tracer. Ok. C'est fort. Mais en même temps, je trouve qu'il y a un côté apaisant aussi. Oui. Allez, moi, ce que je veux, c'est qu'on me prenne par la main. Et du coup, tu as été chercher la main dans une boîte et tu t'es dit, je veux du conseil et enfin, me prendre par la main. Oui, mais c'est ça. Ouais. C'est ça. Après, ça va aussi avec le modèle que j'ai eu à la maison. Mes parents, ils ont travaillé tout le temps en société, enfin en tant que salarié. Ma mère, toute sa vie dans la même entreprise. Mon père a changé quand son ancienne boîte a fermé. Mais le modèle entrepreneurial, je l'ai pas eu à la maison. Donc en fait, c'est pas bien ou mal, c'est pas le sujet. C'est juste que c'est pas quelque chose sur lequel je me projette. Et forcément, je pense qu'il y a le côté l'entrepreneuriat, ça fait un peu peur. À ce moment-là, je me dis, ouais, je pars de rien. Ouais, je pense que je suis quand même aussi encore d'une génération où trouver un CDI, c'était un Graal. Quand je dis j'ai peur qu'on me dise non, c'est qu'au moment où je sors de l'école, l'industrie embauche pas tant que ça. Je sais que sur les promotions précédentes, tout le monde n'a pas trouvé un taf tout de suite à la sortie de l'école. Que certains ont dû revoir leurs exigences à la baisse sur certains types de sociétés, certains boulots qu'ils voulaient avoir. Donc voilà, quand je me retrouve là-dedans, je me dis, moi je supporterais pas qu'on me dise non. Donc j'ai pas trop réfléchi à mes exigences. Je me suis dit, bah, dans le conseil, de toute façon, là, il n'y a pas de débat. Et c'est pas dénigrant pour les boîtes de conseil, c'est juste qu'effectivement, ils ont énormément de travail parce qu'à ce moment-là, on est vraiment sûr, il y a des tas de choses que les boîtes ne veulent plus faire elles-mêmes et qu'elles préfèrent faire appel à des boîtes de services de conseil parce que tu te débarrasses des gens quand tu veux. Et donc, c'est ces boîtes-là qui recrutent pour potentiellement aller bosser dans les boîtes que j'aurais visées. Mais la voie d'entrée, c'est celle-là aujourd'hui. Par contre, tu ne choisis pas où tu te retrouves. C'était un smart move. Tu étais OK niveau risque et ce que tu gagnais, c'était OK. Ouais, et puis je pouvais choisir la ville où je travaillais. Ça aussi, c'était important. Et donc, tu as choisi Lyon. Évidemment. Voilà. Lyon avec ton mec. Ouais. Tous les deux partis à Lyon. Ouais, c'est un choix, clairement. On voulait une grande ville qui n'était pas Paris. Voilà. C'est un bon choix. Pas trop loin de tes parents non plus. Pas trop loin de c'est ce que ça, tu connais. c'était assez... on pouvait desservir en train à la fois sa famille, la mienne. Voilà, c'était assez simple. Et bon, moi, mon boulot, je pouvais le trouver n'importe où. Lui, il a trouvé assez facilement aussi son stage. Donc, on s'est retrouvés à un stage tous les deux à Lyon. Et on avait pas tout à fait notre premier appart seul parce qu'on a commencé notre vie commune dans un 20 mètres carrés. 4 premiers mois de relation, 20 mètres carrés. Ça crée des liens forts. Ça crée des liens forts, exactement. Et pour l'anecdote, je ne me suis pas rendu compte dans les 4 premiers mois de notre relation que nous n'avions pas du tout le même rythme de vie. Il a fait énormément d'efforts. Et c'est après que tu t'en es rendu compte. Bah oui, après, je me suis rendu compte qu'effectivement, lui, se coucher avant 2, 3, 4 heures du matin, c'était pas vraiment son trip. D'accord. Et quand tu vis dans un salon qui est aussi ta chambre à coucher et ta cuisine, et c'était chez moi, donc c'était ton rythme. Voilà. Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit, ok, entreprendre, ça peut être une option. Ça a l'air chouette.
Que ce soit du freelance, que ce soit vraiment, maintenant on a beaucoup plus théorisé le soloprenariat, l'infoprenariat, etc. Mais ne serait que la première fois où tu t'es dit, ah, freelance, ce serait pas déconnant quand même. Tu te souviens de ça? Quand j'ai commencé à bosser dans le conseil, je me suis rapidement rendu compte que le conseil, ça me bottait. Il y avait un côté rendre service et un côté évolutif où tu fais pas vraiment la même chose. Tu n'as pas vraiment un job qui t'est assigné. C'est plus trouver des solutions à la place d'une personne parce qu'elle n'a pas le temps de le faire, donc en la mettant à contribution, mais tu vas faire à sa place parce que tu as une expertise qui est complémentaire ou juste plus de temps parce que quand je démarre, j'ai pas d'expertise. Je démarre dans la vie. Et c'est juste que je vais mettre mon temps à contribution pour que la personne en face, la boîte en face, puisse arriver à faire ce qu'elle n'a pas de temps de faire en temps normal. Donc rapidement, je me rends compte que ça me botte, mais que je ne suis pas alignée avec la façon dont c'est fait. Et c'est là où je me dis, c'est pas, je commence pas à voir l'entrepreneuriat, mais je commence à me dire, va falloir que je trouve une boîte qui est plus alignée avec ce que j'ai envie de faire moi. Changer de boîte derrière, c'est une boîte beaucoup plus petite et qui mettait en avant tout on va voir les clients, on va voir comment ils travaillent. Déjà, c'était dans la prod, donc ça me ramenait de ce que je voulais faire au départ, mais c'était on va sur place, on voit physiquement comment ça se passe et on peut vraiment apporter une solution qui est conforme à la réalité du terrain. Et ça me bottait à fond parce que je me suis dit, oui, c'est pas possible de faire de l'informatique de bureau si tu veux que ça ait une utilité sur le terrain. Je supporte pas l'idée de faire le travail à moitié. Et ça te mettait en rogne, ça. Ouais, c'est ça m'énervait de fou. Et donc je me retrouve dans une boîte, ça a duré à peu près 2 ans, où j'étais dans le même mood qu'avant, mais cette fois-ci j'étais alignée avec les valeurs de la boîte et ça marchait bien. Et donc pas de raison de penser à l'entrepreneuriat, je progressais bien, en plus je faisais bien mon taf. Il y a le truc que m'ont inculqué mes parents qui aujourd'hui je pense n'est plus vrai du tout, mais tu n'as rien besoin de demander, ce que tu mérites arrivera tout seul. Ouais. Et j'appliquais ça à la lettre. Et franchement, j'ai pas à me plaindre de mon avancée, de la carrière et tout ça. En même temps, j'étais aussi dans une petite boîte, donc je montrais ce que je savais faire. Derrière, quand il y avait un poste qui se libérait ou de nouvelles responsabilités, on pensait assez rapidement à moi pour le faire, quoi. Okay. Bon, aussi, hein, à l'époque, j'ai pas d'enfant, donc le boulot occupe une grosse partie de ma vie. Tu bossais plus que ce que tu devais faire? Oui, après, dans le conseil, tu fais pas 35 heures. De base, déjà, tu as un contrat qui est plus à 37h30, mais j'ai jamais fait ça. Parce que j'ai jamais bossé moins de 45 ou 50 heures par semaine là, en salariat. Ce n'est pas bien. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais aujourd'hui, je me dis que c'est pas... Ouais, C'était formateur. Ouais, c'est ça, c'était formateur. Et j'aimais ça, j'aimais ce que je faisais, donc je m'en rendais pas compte, je voyais pas forcément un côté sacrifice ou quoi que ce soit, j'aimais ce que je faisais, et puis j'avais du temps d'un côté, j'avais pas l'impression que ça empiétait spécialement sur ma vie personnelle. La boîte dans laquelle j'étais a été rachetée, donc de nouveau, changement de culture, changement de valeur, des choses qui avançaient pas forcément assez vite pour moi, et là je me pose la question effectivement de qu'est-ce que j'ai envie de faire, sachant que là arrive en même temps le mariage et l'envie de bébé derrière. Donc, il y a une part de moi qui dit, t'as l'air quand même très au courant de ce que t'as envie pour ton métier, ta boîte. Visiblement, t'as du mal à trouver où le faire. Peut-être un moment, il faut le créer. Tu t'es dit de toi, c'est pas venu de quelqu'un d'autre, c'est pas quelqu'un qui est venu t'en parler. Non. C'est toi un matin, tu t'es dit ça. J'ai cette idée qui vient et cette peur aussi de dire, est-ce que ça risque de retarder mon projet bébé? Est-ce que c'est cohérent de le faire en même temps? Et là, j'ai un ancien collègue qui me contacte, qui était parti un peu avant moi et qui dit, écoute, j'ai un projet de création de structure. Il m'explique son plan. Et j'ai pensé à toi pour le faire avec moi. Et son plan est méga solide. Franchement, quand il me le présente, je me dis... tiens, c'est peut-être un truc pour avoir le beurre et l'argent du beurre finalement. Un truc assez sécure parce que moi à l'époque j'ai pas trop de réseau, mais lui oui. Donc il y a certains clients où il sait que par ricochet des contrats que son réseau a, il aurait du boulot à faire dessus, et pour lui et pour moi. Donc il y a des choses qui sont
où on sait qu'on démarrera l'activité avec déjà une activité de base. Bon, en soi, les débuts ont été bien plus difficiles que ce qu'on avait imaginé sur le papier. Il y a eu plein de couacs, je veux dire, c'est ça Et ça fait l'entrepreneuriat. partie du jeu. Mais complètement. Bien sûr. Il y a un moment, il fallait être cohérent entre ce que j'attendais de ma vie familiale et le moment où je les prends, les risques, en fait. Donc, ouais, ça m'a permis de me dire, ok, on peut démarrer notre idée, surtout que c'est un mec avec qui j'ai vraiment les mêmes valeurs et on avait l'envie d'avancer dans le même sens. Donc, ça, c'était simple. On allait vraiment dans la même idée. Et donc, je me suis dit, go. Ouais, il y a l'opportunité qui fait ça. C'est là où on se retrouve aussi, j'ai vachement eu ça. C'est souvent une question qu'on me pose aussi, c'est comment tu t'es lancé, comment tu as décidé de. Il y a des fois, tu décides juste pas, des fois, ça te tombe un petit peu sur la figure. Et moi, je sais que j'avais commencé par la créativité, du coup, j'avais commencé à publier sur LinkedIn. Et en publiant, des gens commençaient à me demander de faire un certain service. J'ai juste fait ce qu'on me demandait. Et j'ai compris que c'était de l'entrepreneuriat, mais 6-8 mois après, quoi. Du fait que j'étais freelance à côté. Moi, j'avais jamais vraiment capté plus que ça. Pour moi, je fait 2-3 bricoles sur le site de l'URSSAF. Je m'étais calé un nom vite fait, mais c'était mon prénom, quoi. Et je prenais mes premiers euros et c'était pas plus sérieux que ça, quoi. Ouais. Au début, ça commence presque comme un jeu de oh, allez, ça va faire un peu de nouveauté dans ma vie, on verra bien. Tu fais des fois d'autres trucs à côté, et puis après, un jour, tu te lèves, tu te dis mais attends, je suis entrepreneuse en fait, c'est chouette, non? C'est plutôt cool. Je comprends le mood. Je nous sers du petit thé en même temps que je te pose la question sur tes enfants. Ça marche. T'allais dire quelque chose? Oui, j'allais dire que dans mon cas, j'étais quand même très consciente que c'était de l'entrepreneuriat parce que je savais que j'allais continuer le métier que je faisais avant, mais en prenant plus de risques. Il y a quand même ça qui est un choix très conscient quand je le fais. Tu savais qu'il y aurait des risques. C'est ça, c'est-à-dire que tu deviens... alors, j'avais un statut un peu particulier parce que oui, on décidait à deux avec mon associé, mais moi j'étais salariée. Il avait quand même cette posture de président et de responsable de la structure. La logique, c'était de dire qu'il n'y en ait qu'un qui prenne les risques si vraiment ça devait mal se passer, quoi. Ouais. Et du coup, même si je décidais pour la structure, j'avais à ce moment-là en tout cas toujours ce poste de salarié. Donc ça va. Voilà. Et les enfants sont arrivés dans cette période-là? Oui, complètement. J'ai commencé ce boulot-là en mai 2018. Je me suis mariée en juin. C'était prévu, hein, merci. Commence à faire un petit bout maintenant. Et on a fait notre voyage de noces en début 2019. Et mon fils est arrivé janvier 2020. C'était vraiment pile pendant le lancement, mais il n'y avait pas de... Il n'y avait aucune ambiguïté, je veux dire, c'est quelque chose que j'ai mis sur la table dès qu'on a commencé à parler. Je me dis, moi je veux bien, le plan m'intéresse, mais je vais me marier, donc je vais faire un long voyage. On est parti presque un mois en Nouvelle-Zélande, donc voilà. Et clairement, derrière, j'ai un projet bébé. Ça, je ne sais pas quand est-ce que ça viendra, hein, ça c'est... Voilà. Mais dis-moi si t'es toujours OK. Parce que je ne me vois pas lancer un projet aussi important et dire derrière 3 mois, 6 mois après, en fait non. En fait là je vais partir 6 mois parce qu'en fait je supporte pas ma grossesse et que je suis mal. Parce que ça tu peux pas le savoir. Il se trouve que mes grossesses se sont extrêmement bien passées et que j'ai bossé jusqu'à 2 semaines avant l'accouchement. Ah ouais. 3 semaines avant le terme théorique, donc le maximum qu'on peut en France travailler avant. Et puis derrière, j'ai repris après mon congé maternité tranquillement. Il n'y a pas eu de... C'est beaucoup plus simple après le premier qu'après le deuxième. Mais, oui. Voilà. Je vais te poser des questions hyper curieuses parce que j'ai pas d'enfant. Là, je vais avoir bientôt 28 ans et du coup, c'est des questions que je me pose parce que j'ai des copines qui commencent à en faire, j'en ai d'autres qui n'en veulent pas. Moi, pendant longtemps, j'en voulais pas. Et puis, je suis tombée très, très amoureuse. Et depuis, l'idée ça aide. L'idée d'un mini-nous, voilà, bon, ça me plaît pas mal. Après, je suis vraiment juste au stade de... Je n'imagine que les bons côtés. Je ne ressens pas pour l'instant le besoin vraiment viscéral d'en avoir. Et j'entends à la fois des mauvais côtés de certaines copines que des bons côtés d'autres. J'ai eu une enfance extrêmement heureuse avec des parents qui mettaient moi et mon frère au milieu de tout. Donc j'essaye de faire un petit peu la part des choses là-dedans. Question très très basique, très curieuse, ça change tout d'avoir des enfants? Complètement. Tout. Après,
Je vais te dire, ça dépend. Ça dépend de ce que tu me décris, du modèle d'enfance que tu as eu. Forcément, ça change tout si tu veux mettre l'enfant au centre de ta vie. Et c'est ce qui est le plus difficile aujourd'hui, c'est de trouver l'équilibre entre soi, son couple, ses enfants. C'est 3 trucs qui sont différents et qui doivent coexister. Clairement, aujourd'hui, si je suis honnête, la partie moi, elle existe moins, quoi. Ils ont quel âge tes fils? Et ils ont 4 ans et demi et 2 ans. 4 ans et demi, 2 ans, ouais, donc ils sont encore petits. Oui, clairement, ils sont pas autonomes. Tu penses que ça va s'améliorer avec le temps? Oui, je pense qu'il y a une partie où ils vont sûrement jouer ensemble. J'imagine très bien certains parents qui peuvent écouter, qui rigolent quand ils ont des enfants qui se tapent dessus. Si vous avez des enfants et que vos enfants ne s'entendent pas, dites-le nous dans les commentaires et proposez des solutions à ceux qui souffrent. C'est important. Moi, clairement, ça a tout changé. Entre le moment où je me lève quand je veux, je travaille quand je veux, même si j'ai toujours eu... je travaille quand même pour des clients qui sont sur des journées plutôt type bureau, donc il faut être logique, je travaillais quand même surtout la journée, mais j'avais ce côté, si je veux travailler tard le soir parce que je veux avancer sur un projet annexe, si je veux faire une journée un peu cool, aller faire du sport à midi, je peux rattraper le soir, je peux avancer comme ça, c'est très bien. Mais à partir du moment où je les emmène à l'école le matin, c'est plutôt mon mari qui les récupère le soir, mais ça reste que dans ta journée, il y a des horaires fixes. Et clairement, aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, une de mes plus grosses aspirations, c'est la liberté de faire ce que je veux quand je veux. Bah, il y a quand même un truc qui fait que c'est pas 100% possible, c'est que les enfants, ils ont un timing. Et c'est OK. Bah, c'est OK. C'est OK. Aujourd'hui, je me rends compte que la liberté que je veux acquérir, c'est entre autres pour pouvoir m'adapter à leur rythme et trouver ma place là-dedans aussi. Et la place du couple aussi dedans. Mais effectivement, faut quand même être bien conscient que des enfants, tu fais pas ce que tu veux. C'est assez marrant quand le premier est né, c'était un super bon dormeur. Clairement, j'avais le loisir de me lever plus tôt. Je pouvais bosser 2 heures, 2 heures et demie le matin avant qu'il se réveille, prendre du temps avec lui. Ça, c'est l'époque où il était à la crèche, donc on n'avait même pas d'heure fixe pour l'emmener à la crèche. Et vu que mon planning était assez adaptable, j'attendais qu'il se réveille, il dormait jusqu'à ce qu'il voulait. Quand il se réveillait, on prenait du temps ensemble, je le faisais manger, on jouait un petit peu, là. Je l'emmenais à la crèche et derrière, je faisais ma journée, j'allais le chercher le soir. Et je me suis dit, ça c'est cool parce que il a son rythme, mais je peux m'adapter autour. Donc oui, j'ai une contrainte entre guillemets, mais je peux m'adapter autour. Et le deuxième? Voilà. Est arrivé le deuxième, qui avait beaucoup moins de rythme, très difficile à caler, donc des nuits beaucoup plus difficiles, j'étais globalement plus fatiguée, et je me dis, on galère le soir à l'endormir, je fais pas ce que je veux en termes de boulot, je vais essayer de me lever plus tôt, et puis de bosser un peu avant qu'il se réveille. Je me lève, il se lève. Donc on se retrouve dans un truc un peu bizarre, de dire en fait je ne peux rien faire que de m'occuper de mes enfants, parce que dès que je mets un orteil hors de ma chambre, ils sont là. Donc c'est pareil, tu réadaptes, tu reconstruis. De toute façon, c'est extrêmement difficile de donner des conseils à des parents, surtout s'ils ne le demandent pas. Petite note. Donc ouais, tu te retrouves à... c'est hyper difficile de donner des conseils aux parents parce que chaque enfant est différent. Il n'y a pas de recette magique. J'étais la première à me dire t'as un môme, il dort bien, du coup tu sais le faire. Je mets des gros guillemets, mais bonne maman. Du coup, je suis devenue une mauvaise maman entre les deux. Ça se passe comment? C'est passé entre les deux. Ouais, non, ils sont juste différents. Tes enfants, tu les aimes? C'est fou. Est-ce que tu arriverais à mettre des mots sur l'amour qu'on ressent pour un enfant? Moi, je n'arrive pas à imaginer ce que ça peut être. Tu vois? Pour le coup, je vais te dire une réponse ultra bateau. Mais ça, tu le sais quand il arrive contre toi. Ouais. Et est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, là, ils sont un peu chiants quand même? Bah oui. Ouais, ça fait partie du jeu. On a fait des vacances cet été. Clairement, on a centré nos vacances autour des enfants.
On a fait énormément de choses. Enfin, on est incollables sur les aires de jeu qu'il y avait autour de nous. On est allé à la piscine, on a fait du toboggan. C'était vraiment très centré sur les enfants. Tu as passé la journée à t'occuper d'eux. Et derrière, tu rentres et « Maman, tu me lis une histoire ? Maman, tu fais ceci ?» Je dis, écoute, je vais me poser là un peu. Tu fais jamais rien pour moi. Et ça, c'est trop dur, quoi. C'est pas le mien et ça m'énerve. Oui, voilà, c'est ça. Et tu dis, en fait, il y a un truc de c'est jamais assez. Ok. Et il faut l'accepter parce qu'ils ne se rendent pas compte à cet âge-là. Et ça me fait culpabiliser de fou. Un peu comme un client chiant ou pas? Mais c'est ça, en fait. Écoute, ça tombe bien que t'en parles parce qu'on va faire un jeu. On va faire le jeu de client, enfant ou les deux. Génial. Je vais vous demander la prod, s'il vous plaît, de venir nous apporter les questions. Tu vas devoir me dire si cette phrase est dite par un client chiant, par ton enfant chiant, ou par les deux. J'adore l'idée. Pourquoi c'est cassé? Les deux. Les deux. Les deux. Les deux, on est d'accord. Complètement. Ok. Pourquoi les robots, ça mange pas? Ton client chiant, ton enfant chiant ou les deux? Ouais, plutôt l'enfant chiant, quand même. L'enfant chiant? Ouais, quand même. Ouais, les clients, ok. Pourquoi les chaussures, ça grandit pas en même temps que nos pieds? Le client chiant, l'enfant chiant ou les deux? Ouais, je pense que ça pourrait être les deux dans un magasin de chaussures, hein, pour aller racheter, pour savoir pourquoi il faut racheter tout le temps des chaussures. Mais ouais, non, c'est surtout l'enfant. Surtout l'enfant. Ok. Pourquoi les machines au travail, elles se trompent jamais alors que moi, oui? L'enfant chiant, le client chiant ou les deux? Ça, c'est un truc que j'ai jamais entendu. Jamais? Ouais. Ça peut être personne aussi. Ça peut être personne, ouais. Ouais, Oui. côté de mes clients, ils ont plutôt tendance à se dire que c'est cool d'avoir une machine qui se trompe pas. Donc, Ouais. ouais. Ok. Ouais. Eh ben, aucun des deux. Comment ça s'appelle les camions qui transportent les troncs d'arbres? Ton enfant, ton client ou les deux? C'est pas mon enfant, lui, il sait. Il sait ce que Il c'est. sait ce que c'est. Il sait ce que c'est un grumier. Oui, mon fils a eu une grosse passion pour les camions. Donc, les grumiers, voilà. Donc, ça m'est arrivé sur la route. Oh, maman, regarde un grumier. Donc, je vais dire client, du coup. Mais après, je sais pas pourquoi j'aurais à répondre à ça à un client, mais enfin, voilà. Non, mon fils, il sait. Il a des fixettes, donc ça, il sait. Il sait, pas mal. Et la dernière, si j'ai une idée, je peux t'appeler? Ton client chiant, ton enfant chiant ou les deux? Je pense les deux. Ouais. Mais pour l'instant, mon fils n'a pas de téléphone à 4 ans. Pour l'instant. Voilà. Mais on en profite. Ce sera les deux. Est-ce que quand on est maman, on a tendance à penser que ses enfants, ils sont différents des autres, voire mieux que les autres? Vaste débat. Oui, de toute façon, je pense que quand t'es parent, même, hein, pas que maman, tu as les enfants les plus exceptionnels du monde. Ah ouais? C'est toi qui les as fait, quoi. Oui, donc forcément, ils sont super, oui, d'accord. Voilà. Et puis en plus, si t'as de la chance, tu l'as fait à deux avec une personne que tu trouves tout aussi exceptionnelle que toi. Donc c'est quand même. Un condensé d'exceptionnel. Voilà, c'est ça. Il y a un moment, t'as délivré ce dont le monde avait besoin. Ah ouais? Non, non, j'exagère, mais c'est. Moi, c'est un truc qui me saoule d'entendre certains parents dire combien leurs enfants sont magnifiques. Et surtout avant que j'en ai. Parce qu'avant que tu en aies, tu peux pas comprendre ça. Et du coup, maintenant, je suis un petit peu dans ce conflit intérieur, quand mes enfants font quelque chose, de dire c'est normal ou est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il faut que je m'en inquiète, que je m'en préoccupe? Est-ce que... Dans le sens faire un truc exceptionnel? Oui, voilà, c'est ça. D'accord. On entend énormément de choses sur l'éducation des enfants, sur le rapport à l'école, de savoir est-ce que mon enfant est adapté au système scolaire ou pas, comment je peux l'aider, est-ce que ça se passe bien à l'école. Moi, ma grosse angoisse, c'est de se dire, je le laisse toute la journée à un endroit, est-ce que ça se passe bien? Je suis plutôt rassurée en ce moment, il est content, il est toujours content le soir de raconter ses journées. Il va plutôt me répondre, mais c'était le matin, je me souviens plus ce que j'ai fait le matin. mais dans l'idée, je pense qu'il est dans une bonne école où ça se passe bien. Et je pense qu'il y a toujours cette inquiétude en tant que parent de se dire à quoi je dois faire attention, quels sont les signes qu'il faut faire attention. Mon fils l'année dernière a commencé à dire qu'il s'ennuyait en fin d'année à l'école. Donc, qu'est-ce que je fais, moi, en tant que parent? Parce qu'il était en petite section.
dit s'il commence à s'ennuyer en petite section, c'est quoi le reste de sa scolarité? Bon là, cette année, le sujet n'est absolument pas revenu. Ils étudient le ciel, c'est la thématique de l'année. Donc là, ils sont sur l'espace actuellement. C'était sa fixette avant d'entrer à l'école. Donc là, on continue de parler de planètes à l'école. Tous les matins, il me dit aujourd'hui, je suis un astronaute. Voilà. Le sujet est pour l'instant clos. Mais effectivement, c'est mon grand, il a parlé très tôt, très bien. Tu le vois avec d'autres gamins du même âge qui parlent différemment des autres. Tu lui dis merci, il répond je t'en prie. Moi, Hyper cute. Je suis très cliente de ça. Voilà. Ouais. C'est hyper cute, mais tu te dis, des fois il a des comportements de mini-adulte, quoi. Et est-ce que c'est moi en tant que maman qui me dit waouh, il est exceptionnel, c'est mon gamin, ou est-ce qu'il y a quelque chose auquel il faut faire attention pour l'accompagner et pour faire que il souffre pas de sa différence plus tard. Clairement en maternelle c'est pas le sujet. Les enfants sont plutôt bienveillants moi petit, mais peut-être que plus tard parce qu'il a ce côté très premier de la classe aussi. Les primaires, ce sera peut-être tapé pour ça, on sait pas. Ouais, et ce serait horrible. Ouais, et clairement, c'est ce que tu veux pas en tant que parent, c'est ta grosse peur. Donc, ouais, t'es un petit peu sur ce fil de dire, est-ce que c'est mon fils qui est comme ça? Ou est-ce que c'est le regard de maman que je projette sur lui parce que c'est mon enfant et que je le trouve exceptionnel? Et à quel moment tu fais la barrière pour savoir ce que tu dois faire pour lui, pour que sa vie se passe bien et comment tu remplis ton rôle de maman sans projeter des choses qui sont pas vraies. J'ai une question qui est là presque beaucoup plus personnelle parce que moi c'est quelque chose qui me hante un peu. Est-ce que avoir des enfants, ça stimule ton ambition ou ça l'annihile complètement? Je pense que ça peut être les deux. Ouais. Moi je trouve que ça la stimule parce que j'ai envie que mes enfants soient fiers de moi. Ok. Et j'ai envie de leur montrer que tout est possible. Que si tu as envie de faire un truc, tu peux le faire. Donc j'ai vraiment envie de leur montrer qu'il y a des tas de façons différentes de vivre sa vie et qu'on a le droit d'aimer son travail. C'est le gros sujet. Il y a des moments où mon fils, il n'a pas envie que je le dépose à l'école. Bon, ça c'est le cas de beaucoup d'enfants, hein, c'est pas tant le sujet, mais vu que je travaille à la maison et qu'il n'y a pas ce côté de je vais au travail, il se dit qu'il rate quelque chose. Pourquoi il ne peut pas rester avec moi à la maison? Et des fois, il me dit, ouais, j'ai envie de travailler avec toi. Alors pour l'instant, à cet âge-là, c'est le côté très, je veux rester avec toi, je veux pas qu'on se sépare. C'est un peu trop fusionnel avec mes enfants des fois, mais tu te dis, je voudrais te montrer que j'ai plaisir à travailler. Il y a un moment où ça va être dur, parce que ça veut dire que maman, elle se réalise dans autre chose que dans la relation avec soi. Mais je pense que sur le long terme, c'est bénéfique parce que s'ils sont dans un métier qui ne leur plaît pas, ils sauront que c'est pas ok. Que c'est pas une fin en soi et que tu as le droit de changer d'avis, tu as le droit de faire d'autres choses. Actuellement, il va être maître en foot. Maître en foot? Ouais, je sais pas. Moi non plus, du coup. Il veut pas être arbitre ou joueur. Non, maître en foot. Ok, voilà. Prof peut-être. Après, il paraît que 9 enfants sur 10 aujourd'hui en maternelle feront un métier qui n'existe pas. Donc peut-être que maître en foot, ce sera un truc. Ça va être trop bien. Moi, j'imagine, c'est un maître, genre vraiment, il mesure le foot. Peut-être, j'avais pas du tout imaginé ça. Imagine, on sait pas. Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à trouver des espèces de sas de décompression où tu es plus relax, tu es plus détendu, où tu arrives vraiment à tout relâcher? Ouais, je vais courir. Ouais, la course, ça t'aide beaucoup. Il y a d'autres sports que j'ai pu faire. Ce qui est bien avec la course, c'est que la charge mentale de je suis assise sur mon canapé, je cours, c'est un des sports où c'est la plus faible. T'as pas à réfléchir de ce que tu vas faire. Là, je prépare une course actuellement, donc j'ai une appli. Je lui ai dit ce que je voulais faire. D'ailleurs, Runmotion, super. Runmotion, ouais. Ok. Donc, je fais mon programme d'entraînement, je l'ai sur ma montre. Donc, entre le moment où je décide d'aller courir et je le fais, je lance le programme, j'ai pas à réfléchir. Je suis ce qu'on me dit, je le fais. Et je mets de la musique, je mets rien, je mets un podcast, en fonction du mood dans lequel je suis, je me fais accompagner ou pas par du son. Mais en tout cas, j'y vais. Et
le fait d'avoir des enfants et des programmes, hein, que ce soit mon mari ou moi, fait que t'as pas forcément la même liberté de faire du sport le soir. Donc, j'avais essayé de faire d'autres sports à la maison, mais quand je dois pré-créer mon programme d'entraînement avant, en fait, je le fais pas parce que là, c'est pas que je ne veux pas faire le sport, c'est que ce que j'ai besoin de mettre en place avant de pouvoir le faire est trop lourd. Et j'ai pas ça avec la course, donc ça c'est vraiment cool. Trop cool. Pour le coup, ça a tous les bénéfices. Et soit je veux couper complètement, je mets de la musique ou je mets rien et ça va. Soit il y a une problématique boulot qui m'occupe, je mets un podcast sur le sujet et je me rends compte assez rapidement, en fonction du podcast, que je vais écouter 5-10 minutes et puis après le process va se faire tout seul et en revenant j'ai ma réponse. Ok. Trop cool. Voilà. Je vais, maintenant qu'on est en pyjama avec des petites bougies, du thé, pouvoir t'offrir un petit moment de relaxation, comme on le peut. Je vais vous demander à la prod, s'il vous plaît, d'apporter le plateau. Merci beaucoup la prod, vous êtes bien aimable. Vous allez pouvoir choisir parmi toute une sélection de masques, sachant que nous avons aussi, ce sont mes préférés, j'ai très hâte de les tester, des masques pour la bouche, des masques uniquement pour le bord des yeux, des patchs points noirs pour le nez, des boosters d'éclat évidemment sous les yeux et des masques entiers ta grosse tronche. C'est comme ça que ça s'appelle. Et évidemment de la crème pour les mains, sinon c'est pas drôle. Lequel te tente le plus? Oh, le côté point noir, c'est bien, c'est toujours mon problème. Ça a l'air pas mal ça te Ouais, plaît? très bien. Eh ben on part sur le point noir. Je pense que je vais essayer la bouche. Je suis très curieuse de ça. Je pense que tu vas avoir un look génial. Ah bah je pense que ça va être sympa pour parler. Ça va être très chouette. Alors c'est sûr que pour les personnes qui nous écoutent en audio, ça perd un peu de son sens, mais normalement, même sur Spotify, même sur Deezer, il me semble que vous avez quand même... C'est Spotify que tu vois, ouais. Spotify, vous avez quand même la vidéo. Oh, c'est joli. Oh, faut pas avoir peur de l'image. Ça, c'est un truc aussi dont on parle beaucoup en entrepreneuriat et surtout avec les réseaux sociaux. C'est là où toi, tu as ta petite bulle de créativité aussi. C'est notre rapport à l'image. Et je trouve que dans ce podcast, c'est très très amusant de le déconstruire un petit peu. C'est parfait. Moi, ça me va très très bien. J'ai jamais vu quelqu'un qui ça va aussi bien. Ah, Est-ce que tu penses qu'il faut retirer le truc ou est-ce que... Non, c'est comme je ça. pense hein. que c'est bon. C'est hein. comme ça. Par contre, ça colle pas beaucoup. Peut-être fallait le mouiller avant. Il y a un style ou pas? Oui, il y a grave un style. Il y a un truc, hein. J'aurais aimé qu'elle soit rouge, quoi. Oui, moi aussi. Mais je pense qu'ils se sont dit déjà que c'est chimique et que c'est peut-être trop chimique et que c'est du plastique. On va quand même pas abuser sur les colorants. Si tu es très belle. Merci. J'ai tout donné. C'est-à-dire que pour ce podcast, on se fait chier à se maquiller, se coiffer, s'habiller toute jolie et on se retrouve en pyjama à faire des conneries pareilles. Et c'était mon idée et ça me fait très plaisir. J'adore le faire. Ça va être catastrophique. Vas-y, là, c'est à toi de poser des questions maintenant, donc je peux pas en poser. En tout cas, je voulais te remercier d'être venu pour papoter tout ça. Merci à toi. Je pense que je vais faire la outro comme ça. Je te remercie parce qu'on a abordé des sujets, mine de rien, qui sont pas si simples, qui est Bon, allez, ça m'agace. J'ai une patience très limitée avec ces trucs-là. Je trouve qu'on a abordé des sujets aussi de détermination sociale, un peu. Ok, je suis née dans un petit bled, j'étais partie pour faire ça, j'ai eu la chance de me lancer dans quelque chose qui est un peu plus grand que moi, ça m'a pas gênée pour devenir maman, pour construire ma vie de famille. Aujourd'hui, ma vie de famille, elle est telle qu'elle est, et ce que j'aime bien chez toi, c'est qu'il y a zéro faux semblant. Il n'y a pas de « Ah non, non, mes enfants, je les adore, ils sont super ». Il n'y a pas de « Mes enfants, c'est les plus intelligents du monde », tu mets toujours des curseurs de « Bah, peut-être c'est mon biais, peut-être c'est ci, peut-être c'est ça ». Et je trouve ça hyper enrichissant. Et j'espère que ce podcast parlera autant aux gens, aux jeunes mamans, aux nouvelles mamans, aux mamans, comment on pourrait dire, aux mamans vétérantes. Désolée. Parce que ça prouve bien que c'est pas ça qui stoppe une vie, c'est pas ça qui met un grand curseur, c'est pas ça qui freine l'ambition. Et ça, je trouve ça magnifique et moi, ça me rassure énormément, ce genre de discours. Merci beaucoup. Ton service. Je suis ravie d'avoir été là. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à commenter et à suggérer aussi des invités dans les commentaires. Ça, c'est toujours un vrai plaisir. Si vous écoutez en audio, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. C'est un podcast qu'on adore produire, qu'on s'éclate. Et je suis super contente d'avoir des invités de qualité supérieure. Mais là, encore une fois, c'est comme les enfants, je suis pas objective. Les miens sont les meilleurs. Prenez soin de vous, à très bientôt. Et c'était la soirée pige.